Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 28 novembre 2024 et c'est une vidéo de la série Je rends des livres. Alors je viens de vérifier pour savoir quel numéro annoncer, c'est la numéro 50, donc c'est un chiffre rond et historique, et surtout la 49, elle remonte à tout début janvier 2024. Ça veut dire que j'ai quasiment passé une année sans faire de vidéo Je rends des livres. Alors je vous rappelle le principe de Je rends des livres, ça fait 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus, ouais, ça doit faire peut-être même 7 ans que j'ai commencé cette série-là. Et l'idée, toute simple, c'est de parler de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque universitaire de Tours, là où je travaille évidemment. C'est de parler de ces livres juste avant de les rendre, puisque ce sont des livres qu'on emprunte, évidemment, il faut les restituer à un moment donné. Et depuis donc 7 ans, 6-7 ans, je ne sais plus, en 50 épisodes, j'espère avoir dessiné, de manière complètement foutraque évidemment, les contours de la façon dont on travaille quand on est un enseignant-chercheur. Alors c'est évidemment pas du tout, j'ai aucune prétention à être emblématique ou caractéristique ou typique. Ça montre comment moi je travaille, comment moi, dans quelles conditions j'emprunte des livres, pour quelles raisons, comment je les lis, comment je ne les lis pas, comment je les parcours, comment j'emprunte tel livre pour vérifier quelque chose mais sans le lire intégralement, etc., etc., pour le travail, pour le plaisir, pour des choses qui sont un petit peu en permanence intermédiaires entre le travail et le plaisir, à tel point qu'on ne sait plus très bien où est la frontière. Voilà, donc c'était un peu ça au départ le principe de cette série. C'est vrai qu'en 2024, je n'ai pas fait de vidéo du tout. Alors pendant le premier semestre, je ne pourrais pas très bien dire pourquoi. Et puis là, en fait, depuis l'été, c'est parce que j'occupe désormais un bureau que je partage avec pas mal de collègues et c'est pas forcément très pratique d'enregistrer des vidéos sur le lieu du travail, parce qu'au départ, c'était ça l'idée aussi, c'est-à-dire que la plupart de ces vidéos, elles ont été tournées au Tanner, sur le site Tanner. Et là, comme vous le voyez, on est chez moi, on n'est pas dans le bureau, bibliothèque, on est dans le salon, une autre pièce que vous connaissez. Et j'espère que ça enregistre correctement. Il y a un moucheron qui me casse les pieds là, qui tourne autour de moi. J'espère que, voilà, que ça tourne correctement, mais normalement avec le cadrage, vous devez même pouvoir observer un petit peu les mangeoires avec le balai incessant des mésanges. Bon, peu importe. Donc voilà, je rends des livres. J'ai plein de livres à rendre, donc je vais vous en parler. Et comme d'habitude, ça va normalement beaucoup plus vite que dans Je range mon bureau. Alors il y a ce livre qui s'appelle Nouvelle mythologie sous la direction de Jérôme Garcin. J'ai emprunté ça parce qu'en fait, il y a dedans un texte que je voulais lire et que j'ai lu de Bessora, en fait. Donc c'est un volume paru en 2007 qui est un recueil de petits articles dans lesquels les auteurs essaient de faire un peu des mythologies à la façon de Roland Barthes. Et c'est extrêmement boomer en fait comme livre, c'est vraiment un livre qui devait déjà être extraordinairement réac à l'époque où il est sorti. Il y a évidemment des textes sur le SMS, sur, oh là là, il y a un texte sur le corps nu d'Emmanuel Béard par Jérôme Garcin, je crois c'est vraiment le summum du cringe et du sexisme et du male gaze, enfin, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas. La Star Academy, Zidane, le téléphone portable, l'iPod, bon bref. Les séries télévisées, c'est bien lamentable ça aussi comme texte. Bon, c'est pas surprenant, c'est de Charles Danzig, et Charles Danzig c'est assez lamentable. Peu importe, donc je l'ai lu pour le texte de Bessora, je l'ai emprunté pour le texte de Bessora. Je suis très content de ne pas avoir eu à acheter ce livre, parce qu'alors j'aurais vraiment regretté mes sous. Voilà, et Bessora, elle a écrit un texte sur les compagnies low cost, qui est pas mal, et qui est un des plus longs d'ailleurs du livre, et un des plus grinçants, et un des plus ambivalents aussi. Ça n'est pas étonnant. Bref, j'en ai trop parlé. J'ai emprunté des livres de Jean-Pierre Verhegen aussi, parce que c'est un poète, écrivain, expérimentateur, belge, mort l'an dernier, je crois. Et j'ai voulu emprunter des livres de lui, parce que je n'ai jamais lu de livre, en fait, j'avais lu des textes par-ci, par-là. Et bon, en fait, bon, il est mort l'an dernier, donc... mais je pense qu'on peut dire un petit peu de mal quand même des morts. En tout cas, on peut dire qu'on n'est pas très comment dire, séduit, impressionné, intéressé par leur œuvre. Hein. C'est des écrivains. Je pense que plein de gens ne se privent pas de dire tout le mal qu'ils pensent. Je ne sais pas, de Zola ou de Shakespeare. Donc même si Verhegen est moins connu, et même si sa mort est plus récente, eh bien c'est une manière pour moi de dire qu'en parcourant ces recueils, j'ai eu la confirmation de ce qui avait été mon impression lointaine à l'époque où j'avais
lu quelques textes de lui en passant. Mais en fait, là, vraiment, c'est à longueur de recueil, c'est-à-dire que ces recueils sont intégralement constitués de jeux de mots pour les happy few, de vannes savantes. Et en fait, il passe son temps à mélanger le registre extrêmement argotique et familier avec des contenus extrêmement savants et littéraires. Et je trouve ça complètement creux, je trouve que ça tourne complètement en rond, ça tourne en rond, ça tombe à plat, je ne sais pas comment le dire. Je vais vous lire un extrait de ce recueil du même auteur chez le même éditeur, c'est de 2004. Malarmé au troquet, n'est-ce pas lui, Malarmé, qui n'en finit pas de nous dire clair et haut qu'il veut fuir là-bas, fuir où les oiseaux sont ivres? Ah, il nous les brise, les miches et la Sainte Compagnie. Qu'il fasse ses valises et qu'il se tire solo à Pernambouc ou à Paramaribo, il verra si les oiseaux vont au bistrot. Ce n'est pas parce qu'un canard fait coin-coin qu'il se tape du cointreau du soir au matin. Mais c'est tellement mauvais, ça. Ce n'est pas parce qu'un canard fait coin-coin qu'il se tape du cointreau du soir au matin. Mais c'est cringe au possible. Faut réfléchir. À ce train-là, le Martin pêcheur siroterait à gogo du martini au bord de l'eau. C'est bon, on a compris, hein, Martin pêcheur martini. Le martinet de la fine martelle avec sa frangine l'hirondelle, le perroquet du Pernod et l'ara, son cousin toupie de l'arac, quand ça ne serait pas du raki. Non mais ça va pas le QI, monsieur Malarmé. Vous avez vu ça, hein, c'est... Enfin, peut-être que vous trouvez ça très drôle. Moi, Raymond DeVos m'a jamais fait rire. Donc, et je veux dire, et les papous dans la tête, pas tellement non plus. Donc, voilà, c'est un peu du même acabit, tout ça. Bon, voilà. Ça, un jour, je serai prix Nobel. J'avoue que le titre me fait rire. Pour le coup, le titre est assez drôle. Et ça ne l'engage que moi. Les titres, en fait, sont mieux que le contenu. Après, c'est vraiment... Enfin, il tire à la ligne, quoi, je trouve. Peu importe. Jean-Pierre Verhegen, qui, j'espère, ne se retourne pas trop dans sa tombe. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ah oui, il y a ce livre de Shumona Sina, Le Testament russe. Mais il se trouve que comme je savais que je ne faisais plus de vidéos, je rends des livres, j'en ai parlé dans une vidéo récente. Je range mon bureau de ce livre, Le Testament russe de Shumona Sina. C'est un roman de 2020 et c'est un roman hyper intéressant. Mais enfin voilà, c'est une romancière française d'origine indienne, originaire de Calcutta. Et il se trouve que je l'ai entendue aux journées d'été des écologistes fin août. Et voilà, et j'ai eu envie de lire ce livre-là. En fait, c'est un autre livre d'elle que je voulais lire, mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait que celui-là à la BU. Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un livre que je rends à la BU et dont je suis vraiment satisfait. Autre livre, là, c'est un texte d'une historienne. Enfin, c'est un livre coécrit par Odile Goerg et Xavier Huetz de Lange, je ne sais pas comment il faut le prononcer, je ne sais pas non plus comment on prononce Goerg, est-ce qu'on dit Goerg ou Gerg, je ne sais pas. La ville coloniale, 15e, 20e siècle, c'est le tome 5 de l'histoire de l'Europe urbaine sous la direction de Jean-Luc Pinol. Alors pourquoi est-ce que je lis ça? Moi, bon, d'abord parce que je travaille en postcolonial, donc je travaille très régulièrement sur des représentations de l'époque coloniale, donc évidemment je passe mon temps à lire quand même des textes et puis évidemment des essais, des ouvrages historiques, sociologiques, anthropologiques, etc. sur la période coloniale, donc ça on est vraiment à fond dans mon travail. Et la raison pour laquelle j'ai voulu emprunter des livres d'Odile Goerg, c'est pas le seul, mais là c'est le seul que je vais rendre pour l'instant, c'est parce qu'une collègue britannique qui est désormais en poste depuis de nombreuses années à Yale, en fait aux États-Unis, Stephanie Newell, avec qui j'avais pas mal travaillé au moment de ma thèse, et que j'ai totalement perdu de vue depuis. Et il se trouve qu'on a renoué récemment, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais enfin voilà, on a rééchangé des mails, et elle m'a parlé de Odile Goerg en me disant que c'était quelqu'un avec qui elle échangeait, et elle travaillait beaucoup, et elle me recommandait vraiment d'aller voir de près. Et effectivement, ce livre est hyper intéressant. Alors, je vais pas vous raconter un livre d'histoire, mais c'est sur la manière dont la ville coloniale a été pensée idéologiquement en termes de planification urbaine, d'urbanisme, d'archéologie, d'architecture, pardon. Et donc, c'est très intéressant de voir comment les deux auteurs, Odile Goerg et Xavier Huetz de Lange, travaillent sur les archives aussi hein, pour essayer de penser, de systématiser cette approche diachronique un peu de la ville coloniale. Bon, il se trouve que j'ai pas tout lu, j'ai lu des passages vraiment très, très intéressants, surtout les passages sur l'Afrique en fait, qui sont vraiment très, très bien. J'ai appris plein de choses évidemment. Par exemple, tiens, une ville où je suis allé récemment, Pietermaritzburg en Afrique du Sud.
En Afrique, on retrouve l'échiquier dans maintes villes fondées par les Européens. Ainsi, lors de leur progression vers le nord, le Grand Trek, les bourgs s'en inspirèrent pour la fondation de Pietermaritzburg en 1838, en reprenant l'héritage hollandais. Initialement, une rangée de maisons de style Cape Dutch ayant pignon sur rue était alignée le long d'une rue plantée d'arbres. Les rues transversales, d'abord en nombre limité, se multiplièrent pour faciliter la circulation. Le damier s'étendait. Quand on va à Pietermaritzburg, le centre-ville, on voit très bien ce que ça veut dire, on voit très bien ce qui s'est passé. Lorsque les Britanniques prirent le contrôle de ce bourg agricole, ils en conservèrent le tracé général, mais l'utilisation interne des lots fut diversifiée. Alors après, dans le même paragraphe, à l'autre bout du continent, les militaires et les ingénieurs du génie qui présidèrent à la conquête de l'Algérie eurent également recours au damier. Donc c'est intéressant parce qu'il y a en permanence comme ça des espèces d'allers-retours dans plein d'espaces coloniaux extrêmement différents, aussi en fonction de la simultanéité. Là, on voit bien que la conquête, le Grand Trek, il est contemporain de la conquête de l'Algérie par la France, donc c'est ça qui justifie cet élément-là. Et puis j'ai lu quoi, tiens... ça, c'est intéressant aussi sur la question du lien entre architecture et contrôle colonial des corps, contrôle colonial des populations et ségrégation. Allez, je lis un deuxième extrait. C'est un extrait d'un chapitre qui s'intitule « Dualisme colonial, ségrégation et quartiers séparés ». C'est le chapitre 9. La politique de ségrégation fut plus poussée en Afrique équatoriale française, se rapprochant en cela du modèle belge de strict contrôle d'accès à la ville. L'urbanisme prit une allure ouvertement ségrégationniste en matérialisant la séparation entre les deux zones. Au Congo belge, une ordonnance de 1913 institua les cités indigènes ou centres extra-coutumiers distincts des villes européennes. Les villes étaient généralement organisées selon un tracé linéaire, système considéré comme le plus approprié aux nécessités coloniales. Ceci permettait de séparer les deux zones urbaines par un fleuve, Léopoldville, ou une voie de chemin de fer, Élisabethville. À Douala, au Cameroun, alors moi je travaille beaucoup sur le Cameroun en ce moment, c'est tout un gros projet que j'ai en relisant aussi la trilogie de Patrice Nganang, je ne vous refais pas l'article, j'en ai déjà parlé. À Douala, au Cameroun, les Allemands développèrent un projet ségrégatif ambitieux, mais ils n'eurent pas le temps de l'appliquer. Sa logique fut toutefois reprise par les Français. Donc là, juste en deux phrases, bon, après, dans le reste du livre, il y a d'autres passages sur le Cameroun, sur la politique, sur la manière dont se fait en quelque sorte le toilage, ou le tuilage peut-être, plus exactement, et c'est peut-être pertinent par rapport, même comme métaphore par rapport à la question de la ville, mais le tuilage entre des forces d'occupation qui se succèdent. Ça a été le cas évidemment dans de nombreux lieux après la Première Guerre mondiale. Et du coup, par cette analogie-là, de ces deux phrases sur Douala et la manière dont les Allemands mettent en place une architecture de la ségrégation, et en quoi cette architecture de la ségrégation est reprise par les Français, on va le retrouver où? À un autre endroit où les Allemands sont présents, au tournant du siècle, Zanzibar. À Zanzibar, le plan prévu par Lanchester en 1923 dut prendre en compte la diversité interne des habitants. Ensuite, ça continue, l'Afrique australe, etc. Bien. Et il recite d'ailleurs à la page 328, donc on est toujours dans la suite de ce chapitre, et même de cette section du chapitre, il est à nouveau question de Pietermaritzburg, et encore, dès les années 1850, nécessité de prévoir un emplacement à l'écart pour les serviteurs africains. Donc ça montre, entre autres, que, pas seulement en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique du Sud, des logiques de ségrégation, on ne parlait pas encore d'apartheid, de loi d'apartheid, mais très longtemps avant, en Afrique du Sud et ailleurs, l'urbanisme est un urbanisme ségrégationnel, je sais pas, ou ségrégationniste, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, Odile Goerg et Xavier Huet-Deland, La ville coloniale. Et voilà, donc je suis toujours très content, moi, en discutant avec des collègues, d'entendre parler des travaux d'autres collègues, notamment dans d'autres disciplines, parce que évidemment, les domaines sur lesquels je travaille, évidemment le postcolonial, les questions de décolonialité, mais aussi tout le pan traduction, traductologie de mes recherches, ça implique évidemment une pluridisciplinarité, parfois un petit peu, d'ailleurs, disséminée et un peu difficile à calmer. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec mes recherches au sens fort, c'est plutôt une envie que j'avais depuis assez longtemps, parce que je voyais de plus en plus son nom émerger. Et il n'y a pas seulement des gens... il y a des gens très bien, en fait, voilà, qui parlaient de cette autrice, Joyce Carol Oates. J'allais dire qu'on ne présente plus, ben non, je pense qu'on ne la présente plus. Mais moi, je ne l'avais jamais lue. Et en fait, bon, je me disais, il faudrait quand même que je lise Joyce Carol Oates
Alors l'élément déclencheur, il y a eu deux éléments déclencheurs liés là encore à des échanges sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, Patrice Nganang, encore lui, avait posté un selfie de lui avec Joyce Carol Oates en disant que ils étaient voisins et qu'il la croisait de temps en temps. Et comme je compte aller par là-bas bientôt, dans le cadre de mon nouveau projet de recherche, je me suis dit, si je croisais Joyce Carol Oates, j'aurais l'air malin de ne pas en avoir lu. Donc ça, c'était un premier élément déclencheur. Un autre élément déclencheur, c'est que le traducteur Claro, traducteur, écrivain, éditeur désormais aux éditions Incultes, Claro disait qu'il a dit récemment, je crois que c'était sur Twitter, il était impressionné à chaque fois qu'il lisait un livre de Joyce Carol Oates. Bon, voilà. Donc c'est des gens qui comptent, enfin voilà, c'est des gens que j'admire beaucoup, c'est des figures que j'admire, pour des raisons différentes, Claro et Nganang. Et donc je me suis dit, il faut quand même que j'aille y voir depuis le temps que tout le monde parle de Joyce Carol Oates. Elle était annoncée comme nobelisable il y a déjà plusieurs années, enfin bon, bref. Et donc, voilà, j'ai emprunté des livres à la BU. Alors, j'ai demandé des conseils. Je sais que Claro, notamment, il m'a conseillé 2 romans qui n'étaient pas à la BU. Donc, je ne les ai pas empruntés. Est-ce que je vais les acheter ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai emprunté d'autres livres et j'ai essayé de me faire un petit peu une idée par lesquels j'allais commencer en fonction des 4e de couverture. Alors, j'ai lu une nouvelle dans le recueil The Museum of Dr. Moses. Et cette nouvelle s'appelle Valentine July Heatwave. C'est une nouvelle un peu horrifique, comme ça, que j'ai trouvé un peu lourdingue, j'avoue. J'ai trouvé au début que l'écriture, du point de vue masculin, du discours un peu sexiste, me rappelait un petit peu les nouvelles pas les plus légères de Nadine Gordimer. En plus, Nadine Gordimer, moi je préfère les romans, je ne suis pas fou des nouvelles. Donc, il y a toute une structure proleptique qui est extrêmement pesante aussi, c'est-à-dire qu'on se doute qu'il y a effectivement une sorte de plot twist final ou de dénouement inattendu. À force d'être un dénouement inattendu, il est plus inattendu, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas subtil. Or c'est une nouvelle quand même récente, je crois que ce recueil il date de 2007, voilà. Donc j'ai pas été convaincu, je sais pas si j'en lirai d'autres, mais bon, a priori j'ai prévu plutôt de le rendre sans en lire d'autres. J'ai lu aussi, ça c'est vraiment un opuscule, un petit essai qu'elle a écrit sur la poésie de D.H. Lawrence dans les années 70. Bon, voilà, c'est pas inintéressant, mais la poésie de D.H. Lawrence ne m'intéresse pas plus que ça, donc je ne vais pas y revenir. Et enfin, on en vient à un roman que j'ai essayé de lire, et je me suis arrêté hier à la page 111, ça faisait 3 jours que je l'avais commencé, et vraiment je ne peux pas, quoi. Ça s'appelle Black Girl, White Girl, c'est de 2006, donc là encore on est dans un texte qui date de presque 20 ans. Donc voilà, je vais continuer à considérer que comme ce ne sont pas ces textes-là qui m'ont été d'abord, a priori, chaudement recommandés, je vais essayer quand même de donner une autre chance, ou plusieurs autres chances à Joyce Carol Oates. Mais sur la base de ce roman-là, franchement, Black Girl, White Girl, c'est écrit de manière très répétitive. Je trouve son style très lassant au bout de quelques chapitres. Je trouve que la caractérisation des personnages, l'analyse psychologique, elle tourne vraiment en rond. J'ai pas été du tout... je suis pas rentré dedans. C'est-à-dire, il y a un moment, au début, j'avais vraiment envie, j'étais relativement intéressé par la situation initiale, par par ce personnage de la jeune étudiante noire, afro-américaine, qui racontait par le point de vue d'une fille, d'une jeune blanche, fille d'un grand militant des droits civiques, avocat d'un certain nombre de figures de gauche et de figures des droits civiques, etc. Je trouvais tout ça, dans un contexte de post-guerre du Vietnam, dans les années 70, tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme situation initiale. Je trouvais intéressant la manière dont le texte faisait entrer dans les contradictions et les inquiétudes et les préoccupations de la jeune blanche, dont c'est la jeune étudiante blanche dont suit le point de vue et qui est la narratrice, mais vraiment très vite ça a commencé à me lasser, et hier ça m'a vraiment agacé. Il y a plusieurs passages qui sont vraiment problématiques aussi en termes de racialisation, c'est-à-dire que, alors peut-être que c'est parce que c'est le point de vue de ce personnage blanc, mais enfin, c'est aussi écrit par une écrivaine qui elle-même est blanche. Donc je trouve ça un petit peu gênant. Enfin, il y a vraiment plusieurs éléments, notamment descriptifs et physiologiques, qui sont des décalques quasi mot pour mot de terminologie
qui sont les terminologies voilà, du 19e, des théories de catégorisation raciale et de hiérarchisation des races du 19e siècle. Donc je trouve très étrange qu'on puisse écrire ça en 2006 et que ça ne soit pas vraiment souligné ou signalé. Bon, donc j'ai abandonné la lecture à la page 111. Et là, en fait, en le feuilletant, je vois que je ne sais pas pourquoi, il y a une reproduction d'une gravure de la Vénus Hottentote à la page 118. Du coup, ça me... Bon, peut-être que je vais le reprendre, je ne sais pas. Bon, on l'a compris, Joyce Carol Oates, pour l'instant, je suis mitigé. Et on termine avec deux textes qui ne m'ont pas laissé mitigé du tout. Un texte conseillé, un classique, je devrais connaître ça, je devrais l'avoir lu depuis longtemps sans doute, Fear and Loathing in Las Vegas, de Hunter Thompson. Alors, j'en avais entendu parler depuis fort longtemps. En français, ça a été traduit dans les années 70 sous le titre très judicieux, je trouve, très frappant, Las Vegas Parano. Et je ne me rappelle pas le nom du traducteur, je n'ai pas lu la traduction, donc je suis désolé de ne pas citer le nom du traducteur. Voilà, et donc c'est un texte dont je connaissais l'existence depuis longtemps, c'est un livre culte de l'underground, du milieu de la drogue, du milieu voilà, un peu décadent, on va dire ça avec un terme un peu péjoratif, des années 60-70 sur la West Coast, sur la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, Hunter Thompson, je le repérais, mais je ne l'avais jamais lu. Je savais le placer, je savais à peu près ce que c'était censé être, mais je ne l'avais pas lu. Et en fait, le lire, c'est tout à fait différent. Alors, il m'a été recommandé par ma collègue d'Afrique du Sud, Alexandra Stewart, qui est venue passer 15 jours ici comme invitée, mais j'en ai parlé déjà de ça, puis il y a eu une émission de radio avec elle sur Radio Campus, à la Méridienne. Je salue Mélissa Lécuisse au passage. Voilà, bon bref. Donc Alexandra m'a conseillé de lire Hunter Thompson, et donc j'ai emprunté, là encore, BU, hein, on essaie d'économiser de l'argent, on essaie surtout d'économiser de la place sur les étagères, parce que la bibliothèque déborde. Et je suis très content de l'avoir lu. Pour le coup, je l'ai lu jusqu'au bout. Je trouve que c'est un peu daté. Je trouve pas, voilà, c'est bien écrit, c'est nerveux, c'est très drôle, c'est complètement dingue en un sens. C'est vraiment une espèce de, c'est un peu Kerouac sous acide, quoi. Enfin, déjà Kerouac est un peu sous acide, mais là c'est Kerouac sous un cocktail mélangeant plusieurs formes de produits hallucinogènes. Et c'est très américain aussi. C'est peut-être ça qui m'agace le plus, en fait, c'est que c'est sans doute underground, mais c'est très américain. C'est une manière très très américaine, et finalement assez normative, je trouve, de raconter l'underground et de mettre en perspective l'underground. Mais bon, c'est vraiment une lecture que je ne regrette pas du tout. Je comprends pourquoi c'est un classique, il n'y a pas de doute, c'est indéniable. Voilà, Hunter Thompson. Et puis je termine par un livre que j'avais fait acheter à la BU, et quand on est prescripteur, c'est-à-dire quand on demande à ce que des livres soient achetés à la BU, eh bien le livre, le temps qu'il soit commandé, alors moi en plus les livres que je fais commander, c'est publié, c'est de la littérature des Caraïbes, d'Afrique, souvent c'est des livres publiés par des éditeurs en Afrique, idem ici pour l'Australie. Donc souvent, déjà, il faut le temps de l'acheter par les marchés, de les faire venir, de les cataloguer, de les étiqueter, etc. Donc ça prend souvent plusieurs mois. Je salue au passage le travail des collègues de la BU, parce que cette série de vidéos « Je rends des livres », je la fais aussi pour montrer qu'on travaille avec les conservateurs, conservatrices, bibliothécaires de la BU, que sans la BU, moi je ne peux pas faire mon travail. Et donc c'est aussi un hommage à ça, c'est une trace documentaire, vidéo après vidéo de ça, mais c'est aussi un hommage à ça. Et voilà, et donc je salue tout particulièrement les collègues aussi qui travaillent pour le fonds littéraire, pour le fonds en littératures anglophones aussi. Donc voilà, donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'était pour expliquer que du coup le livre m'a été réservé, c'est moi qui l'avais fait acheter, donc le livre m'a été réservé, je l'ai emprunté, je l'ai lu, et c'est un livre d'une autrice aborigène, Deborah Dank, je ne sais pas comment il faut dire, We Come With This Place, et c'est un texte vraiment très difficile à lire en un sens, il faut vraiment rentrer dans la logique. C'est un vrai texte aborigène en ce sens-là, c'est-à-dire c'est un vrai texte de First Nations, c'est un vrai texte décolonial,
Ça veut dire que le lecteur, la lectrice doit rentrer dans la logique du texte. Et donc c'est une logique qui n'est pas une logique européenne, qui n'est pas une logique du récit peut-être conventionnel auquel on peut être habitué. Et on ne peut même pas rentrer dans ces textes-là avec des approches qui seraient des approches peut-être savantes, sans doute, liées à une expérience de lecture, sans doute, du type le texte postmoderne, le texte éclaté. Non, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un texte qui a une logique propre, radicalement différente de ce qu'on peut lire par ailleurs. Et donc, Deborah Dank a fait un travail vraiment magnifique qui croise la description ethnographique, l'autofiction, comment dire, c'est un récit sur le country, hein, ce concept quasiment intraduisible. Déjà le mot anglais country traduit très partiellement ce que les aborigènes entendent par là. C'est vraiment un texte sur et par le country, c'est-à-dire la manière dont on occupe l'espace mémoriel et réel de la nation aborigène et des nations qui sont représentées ici, parce que vous le savez, vous ne le savez pas, mais quand on dit les aborigènes, c'est à peu près un demi-millier de langues et d'ethnies. Donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, Deborah Dank, dans la préface, signale, il y a une note sur les langues. Like all languages, those used in the southwestern Gulf of Carpentaria share, borrow and mix vocabulary from multiple language groups. Déjà, c'est pour dire que Deborah Dank, elle vient et son livre s'inscrit dans un espace qui est l'espace du nord-est de l'Australie. C'est-à-dire, on est vraiment à la pointe nord-est, à l'est de Darwin, en fait, et au nord de Brisbane, mais dans cet espace-là, qui est un des espaces les moins habités, en dehors du désert proprement dit, qui sont un des espaces les moins habités d'Australie. The words from different languages used in this narrative are included here in the ways they are currently used within my family. The peoples and languages mentioned include, et donc là elle cite évidemment les différents peuples et les différentes langues qui ont informé le texte et qui apparaissent et qui surgissent en permanence dans le texte, puisque c'est un texte qui vient de plusieurs ethnies et de plusieurs peuples différents. The peoples and languages mentioned include Garawa, people of the Northern Territory Gulf Country, east side of Burula, approximately to the Queensland border area. Ça, c'est la première langue, le Garawa. Gudanji, people of the northeastern Barkly Tableland area. Kalkadoon, le troisième peuple, people of the Mount Isa area. Wakaja, people of the southern Barkly Tableland area from the territory and towards the Camooweal area. Wombaya, people of the central west Barkly Tableland area. And Yan Yuwa, c'est le sixième peuple, people of the Northern Territory Gulf Country, specifically the islands of the coast from Burulula and including Burulula. They are all part of my family, extended and otherwise, and I offer my gratitude and respect for their role in keeping the stories. Alors, je refeuilletais le livre, là, j'ai fini de le lire il y a quelques semaines, et je l'ai gardé parce que je ne pense pas de toute façon qu'il y ait une file d'attente pour ce texte, c'est dommage d'ailleurs, hein, mais il y en aura peut-être une si les gens regardent cette vidéo, je ne sais pas. Je refeuilletais le livre, là, je disais, ouais, j'ai fini de le lire il y a quelques semaines, je le refeuilletais en me disant, tiens, est-ce que je peux lire quelque chose de ce livre, et je vais le faire quand même, pour qu'on n'écoute pas que mes propos oiseux, mais c'est vraiment un texte qu'il faut s'approprier, il faut vraiment rentrer dedans. Je vais lire peut-être un ou deux extraits, mais ça ne dira pas grand-chose en fait. Et puis moi, le problème que j'ai aussi, c'est que quand je suis face à ces textes-là, j'ai aussi envie de les étudier, j'ai envie de les traduire, j'ai envie de passer ma vie sur ce texte-là, et puis il y en a tellement que c'est compliqué. Puis franchement, j'ai travaillé dessus, j'ai fait le cours sur Carpentaria d'Alexis Wright à l'agrégation pendant 2 ans. Je suis en voie de spécialisation, je suis un peu spécialiste des littératures autochtones d'Australie, mais c'est tellement complexe, c'est tellement particulier que bon là en ce moment j'ai aussi envie de me resserrer sur ce que je connais mieux et d'essayer
donner un sens au mot spécialiste, c'est-à-dire, voilà, depuis 30 ans, je suis surtout spécialiste des littératures africaines, est-africaines, ouest africaines, continuons à creuser ce sillon. Mais vraiment, un texte comme ça, déjà, j'adorerais le traduire, en fait. Allez, je vais lire quand même deux, trois extraits, page 103. Then, like the flock of birds ascending into the sky, the laughter rose from a scattering of mamugujama bushes, sending the last of the finches off to find their next resting place. But it fell almost immediately to a soft humming chuckle. I imagined the children were seeing the consequences of too many mamugujama, but they remembered too that they were not to disturb the old people in this place with loud voices. The children knew things happened when the old people were disturbed. Yes, Gauja. One lone quiet voice responded to Granny on behalf of all the children. Smiling to myself, I walked off a bit, feeling my heels break through the hot crust into the soft dirt below, trailing my hand through the short, crisp leaves to grasp the sweet berries. The soft, almost prickle of the nearly there thorns on the stem of the bush was a small price to pay. This place was contained by hills far enough away for us to name it a secret valley, because it took some local knowledge to find it, and at its center was a large open space, a nice little plain. The dry dust felt good between my toes, and so I continued to walk. Rolling a single berry between my fingers, I smoothed the skin to a polish and flicked it into my mouth. The taste squirted onto my palate and ran down the back of my throat, and my memory ran back to a different place a long time ago. Et là, ça achève cette section-là, et donc, évidemment, le goût le goût du fruit, le goût de la baie, déclenche un autre souvenir. Et donc, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, par analogie, par marqueur mémoriel, un peu comme la Madeleine de Proust, mais bon, c'est pas ça du tout non plus. Non, ça c'est un passage vraiment trop long à lire. Est-ce que j'en aurai un autre Pour dire que voilà, ça parle de violence. C'est aussi un texte qui témoigne de la violence coloniale et de la violence intrafamiliale aussi, qui existe, puisque c'est un texte qui est en grande partie d'inspiration autobiographique. Shut up, you idiot, he's gonna kill you, came from somewhere inside my head and trying to gain purchase. But the fractured brain had no surface for it to hold onto, and it slipped around. More words shot around in my head, and thankfully at last could not make the journey from there to my mouth. Then came another voice, one with its own horror and desperation. Both of you stop. Enough. Stop it now. I blinked, and slowly my eyes focused on Mum. She was deeply angry. I wondered how I could see. I felt the tears running down my face, and I knew there was snot coming from my nose. I slowly became aware that I was shaking, and the trembling ran through my entire body. My brain told me this was adrenaline. This was the flight, fright, or fight response, and I gained a semblance of comfort from that. Perhaps my brain hadn't really cracked. Perhaps it had just reached a point of saying, enough. Dad slowly rolled onto his side and sat up, drawing his knees into his chest. He laid his head on his knees and stayed that way for a time span I could never guess at, but it was long enough for both Mum and me to notice his shoulders shaking. We looked at each other. What was he doing? I remember wiping the back of my hand across my face to remove some of the tears, and it came away sticky. Was he laughing? Was he going to get up, and then what? There'd be hell to pay. That was for sure. Bon, je ne saurais pas comment ça finit. Vous n'aviez même pas su comment ça commençait. Bon, c'est un peu compliqué de lire. Il aurait peut-être fallu juste lire le début, en fait, qui s'intitule... Alors, il y a un prologue qui s'appelle « Prologue of Souls and Stories ». Et ensuite, il y a un premier chapitre, après son prologue, qui s'appelle « A Beginning ».
In the beginning, long before the stories grew and became many, 3 women came out of the salt water to the northeast of Gudanji country. We call them traveling water women and sometimes we say mermaids. Et dès le début, on part sur un récit de fondation, un récit étiologique qui est le récit d'un des peuples. Donc voilà, et ensuite, ça n'arrête pas, enfin, c'est d'une richesse. Bon. Bref, je pourrais passer des heures à parler de ce livre. We Come With This Place de Deborah Dank à suivre. Bon, peut-être qu'un jour il y aura une traduction en français, on ne sait pas. Eh bien, c'est pas mal, je trouve. Peut-être que finalement, je vais reprendre Black Girl, White Girl de Joyce Carol Oates, on ne sait pas. Allez, à la prochaine.